Bonjour à tous et bienvenue sur ce mémo infirmier sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc je rappelle que c'est un mémo infirmier et non pas un cours, c'est-à-dire qu'il va reprendre les notions essentielles. Il n'est pas exhaustif, donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à vous référer à vos cours et puis simplement à vos formateurs. Donc tout d'abord, une petite introduction pour définir ce qu'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc on pourrait le définir comme ceci. Donc c'est une atteinte bénigne caractérisée par une augmentation du volume de la prostate. Donc ce n'est pas un cancer de la prostate, ce n'est pas cancéreux, c'est simplement quelque chose, enfin une augmentation de la prostate qui va entraîner des gènes fonctionnels, une gène fonctionnelle notamment des troubles urinaires. Donc nous allons voir ça dans les signes cliniques. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'hypertrophie bénigne de la prostate n'est pas une maladie, mais une évolution naturelle de la prostate chez l'homme de plus de 50 ans. Elle peut néanmoins être à l'origine de signes cliniques gênants pour le patient, mais ce sont des signes nécessaires à l'établissement du diagnostic. Alors, les signes principaux caractérisent une gêne de la fonction urinaire comme une dysurie, c'est-à-dire une difficulté à uriner ou une miction difficile si vous préférez. Une polyacurie qui se manifeste par des mictions fréquentes mais de faibles quantités d'urine. Alors à cela peut s'ajouter des douleurs ainsi que des pesanteurs pelviennes, notamment liées à la stase urinaire dans la vessie. Ces douleurs peuvent par ailleurs s'accompagner de spasmes vésicaux principalement. Donc en d'autres termes, le patient peut avoir des mictions impérieuses, c'est-à-dire des envies fréquentes d'uriner, sans pour autant vider sa vessie. De fait, des complications sont possibles en raison de la rétention urinaire. Tout d'abord, la rétention d'urine peut engendrer une distension vésicale. En effet, la vessie peut se distendre en raison du volume d'urine contenu qu'elle ne parvient plus à évacuer, du moins plus correctement. Cette stase urinaire peut être à l'origine d'infections urinaires ou de lithiases. Dans des cas extrêmes, des atteintes rénales sont possibles, avec un risque d'insuffisance rénale, mais cela reste vraiment très exceptionnel, car les signes précédemment cités arrivent généralement avant et poussent le patient à consulter et à être pris en charge. Tout d'abord, pour établir le diagnostic, il y aura un examen clinique, composé d'un interrogatoire du patient, notamment pour le questionner sur sa gêne fonctionnelle et son ressenti par rapport à cette gêne, une palpation abdominale qui sera plutôt à la recherche d'un globe vésical. Ensuite, un toucher rectal, donc qui est un examen qui est diagnostique de la maladie, enfin de la maladie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc qui servira pour rechercher des hémorroïdes, d'éventuelles hernies inguinales. Donc c'est un signe qui montre que le patient pousse pour uriner par exemple. Et c'est un examen qui confirme l'adénome, qui permet aussi d'évaluer le volume de la prostate et son degré d'hypertrophie. Et donc du coup, c'est l'examen diagnostique de ce fait. Ensuite, il y a le score IPS qui peut être établi au cours de l'examen clinique et notamment de l'interrogatoire du patient. Donc IPS, c'est International Prostate Syndrome Score. Donc c'est le score international américain qui a pour but d'évaluer le degré d'altération du confort du patient. Ensuite, on a un autre examen qui est important, c'est la débimétrie. Donc c'est un examen qui permet d'évaluer le débit et la qualité d'émission. Parce qu'il y a certains patients en fait à l'interrogatoire qui diront qu'ils n'ont pas perdu de qualité de miction, alors que pourtant ils perdent de la qualité de miction sur plusieurs années et de fait ne s'en rendent pas compte. Pour compléter l'examen clinique, un examen biologique sera proposé au patient. Donc tout d'abord un dosage de PSA. PSA c'est pour prostate spécifique antigène. Donc le PSA est en fait une enzyme sécrétée naturellement par la prostate et dont le taux sanguin va augmenter en cas d'inflammation de la prostate. Alors il faut savoir que ce dosage n'est pas systématique, mais il peut être demandé pour éliminer la possibilité d'un cancer de la prostate ou d'une maladie associée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et il faut il y a des calculs assez complexes. Bon, je ne pourrais pas vous les détailler ici parce que de toute manière je ne les connais pas, mais il faut faire un rapport avec le dosage de PSA par rapport à l'âge du patient. Voilà. Mais de fait, en fait, le dosage de PSA est intéressant parce qu'il va permettre de suivre l'évolution de l'inflammation de la prostate, s'il y en a une évidemment. Et donc ça permet quand même de voir aussi l'évolution de l'état de la prostate en fonction de la prise en charge. Ensuite, on a un dosage de la créatinine. Donc la créatinine, c'est le reflet de la fonction rénale. Donc c'est simplement pour estimer un petit peu la qualité de la fonction rénale et aussi la tolérance qu'il y aura pour certaines thérapeutiques. Après, il y a une bandelette urinaire et principalement à la recherche d'une infection urinaire associée, notamment en cas de stase urinaire assez quand même importante. Alors, si on récapitule, on a fait un examen clinique avec un toucher rectal et un interrogatoire du patient évidemment.
On a fait un examen biologique avec un dosage de PSA, donc normalement là le diagnostic est posé. On peut cependant faire également une échographie prostatique. Donc cette échographie ne sera pas utile au diagnostic car le diagnostic a déjà été établi notamment grâce au toucher rectal. Mais il s'agit d'un examen simple qui permet d'observer les conséquences et les complications de l'hypertrophie bénigne de la prostate, notamment la rétention, et donc de vérifier aussi l'absence de pathologie associée. On pense par exemple au cancer de la prostate. Et cette échographie va surtout nous permettre, on pense notamment au bladder scan, qui va nous permettre d'estimer le volume de la prostate, enfin le bladder scan sera plus pour la vessie, mais d'établir le volume de la prostate qui permettra de choisir par exemple une technique opératoire adaptée en cas de besoin. Les stratégies thérapeutiques varient en fonction de l'individu et de sa perception de la gêne. En effet, l'entretien avec le patient est primordial pour connaître d'une part ses habitudes de vie, par exemple s'il travaille, s'il est à retraite, s'il a des activités physiques, etc., mais aussi de mesurer l'ampleur de la gêne et son impact sur la vie quotidienne. Il est à noter qu'à symptômes égaux, les prises en charge peuvent différer en fonction du ressenti du patient. Ainsi, si le patient ne présente ni gêne ni complications, la prise en charge médicale sera axée autour de la surveillance afin d'observer l'évolution de l'hypertrophie et savoir à quel moment il devient nécessaire de traiter. Il peut être suggéré au patient d'établir un catalogue mictionnel pour suivre qualitativement et quantitativement chaque miction. De fait, si le patient présente une gêne fonctionnelle susceptible de perturber ses activités quotidiennes que nous avons citées précédemment, une prise en charge médicamenteuse peut lui être proposée. Enfin, pour les gènes importantes avec complications ou malheureusement en cas d'échec du traitement médicamenteux, le médecin pourra avoir recours à la chirurgie. Il existe 3 catégories de médicaments pouvant être proposés aux patients. Tout d'abord, les extraits de plantes, puis les alpha-bloquants qui auront des actions un peu similaires, et enfin les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Parmi les extraits de plantes, on peut citer en premier lieu le palmier de Floride ou Celerinoa repens, donc commercialisé sous le nom de Permixon ou de Prostamol. Ensuite, d'autre part, on peut citer le prunier d'Afrique ou Pygium africanum, commercialisé notamment sous le nom de Tadénan. Ces molécules présentent un intérêt pour les troubles urinaires légers. Ils n'ont pas de contre-indication particulière, si ce n'est, comme pour toutes les thérapeutiques, une allergie à un des composants. Ils ne présentent pas non plus d'effets secondaires notables, si ce n'est les effets secondaires, on va dire, habituels liés à la mauvaise tolérance du médicament, comme les céphalées ou les troubles digestifs. Enfin, il faut préciser aux patients le faible taux d'efficacité, qui tourne autour de 30 à 40%. Il s'agit donc d'un traitement de faible efficacité, mais pouvant soulager certaines gênes urinaires pour des patients qui sont réactifs à la molécule. Les alpha-bloquants sont des thérapeutiques à action rapide, favorisant une diminution du tonus musculaire prostato-urétral, ce qui entraîne un assouplissement du col de l'urètre, permettant ainsi une meilleure miction. De fait, ils améliorent la débimétrie et les scores IPSS. Ils présentent cependant des effets indésirables notables, comme des vertiges pouvant être liés ou non à de l'hypotension orthostatique. À ce propos, je vous rappelle qu'il faut bien veiller à questionner le patient sur les autres médicaments qu'il peut prendre, notamment s'il prend des antihypertenseurs qui peuvent évidemment majorer le risque d'hypotension orthostatique. Par ailleurs, les alpha-bloquants peuvent provoquer des troubles de l'éjaculation qui sont à l'origine de l'arrêt du traitement, notamment chez les hommes plutôt jeunes. Dernier médicament contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qui, eux, ont une action quelque peu différente des deux classes précédentes. En effet, elle permet de réduire le volume de la prostate. Son efficacité est discutée, bien qu'elle permette de réduire le PSA également. L'action du médicament est différée, il faut donc prévenir votre patient qu'il ne pourra bénéficier des effets du traitement qu'à partir de 4 à 6 semaines environ. Enfin, il est à noter que le traitement peut impacter la vie sexuelle du patient, avec des troubles de la libido, pouvant aller jusqu'à des troubles de l'érection. Malheureusement, en cas d'échec du traitement médicamenteux ou lorsque la prostate est trop volumineuse, le médecin peut opter pour la chirurgie afin de limiter la gêne et les complications pour le patient. Il est à noter que dans le cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate seule, c'est-à-dire en l'absence de pathologies associées telles qu'un cancer de la prostate notamment, seule la partie gênante sera retirée. La prise en charge chirurgicale sera donc différente en cas de pathologie associée. Donc pour ce qui nous préoccupe, il existe 2 techniques chirurgicales.
Tout d'abord, la résection transurétale de la prostate, qui est la plus fréquente et qui est pratiquée par voie endoscopique. Et ensuite, l'adénomectomie par voie haute, qui reste moins fréquente et n'est indiquée que dans des conditions particulières, comme un adénome trop volumineux par exemple, où la voie endoscopique n'est pas préconisée, ou n'est pas la plus préconisée en tout cas. Comme toute chirurgie, celle de l'hypertrophie bénigne de la prostate comporte des risques de complications. Les complications précoces les plus fréquentes sont l'infection et l'hémorragie. D'autres complications peuvent apparaître plus tardivement, comme la sténose de l'urètre ou l'incontinence. Cette liste n'est bien sûr et malheureusement non exhaustive. En conclusion, nous avons vu que l'hypertrophie bénigne de la prostate est caractérisée par une augmentation du volume de la prostate qui peut entraîner un inconfort urinaire plus ou moins important. L'examen diagnostique est le toucher rectal. En termes de thérapeutique et de stratégie thérapeutique, nous pouvons, en fonction de l'atteinte et du ressenti du patient, surveiller d'une part dans un premier temps, ou prendre en charge par des médicaments, et dans les cas les plus avancés ou les plus compliqués, avoir recours à la chirurgie. Voilà, donc c'est tout pour ce mémo infirmier. Donc je précise que je suis étudiante infirmière en 3e année au moment où je vous tourne cette vidéo, où je vous l'enregistre. Il n'est bien sûr pas exhaustif et malgré tout le sérieux que j'ai pu mettre dans la réalisation de ce mémo, les erreurs peuvent être possibles car nul n'est à l'abri de l'erreur d'une part. Et dans ce cas-là, je vous serais reconnaissant de m'en faire part en commentaire gentiment, je précise. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et pourra vous aider dans vos révisions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos et si oui, sur quelle thématique. Et j'espère en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!